Bonjour, donc on est ravis donc de vous accueillir donc, dans le cadre de nos temps d'échange mensuels entre acteurs de l'intégration. Temps qui sont donc organisés par l'ORIV en lien avec la DRETS. Et je remercie encore l'ORIV pour nous permettre en fait ces temps d'échange qui sont effectivement, notamment aujourd'hui, assez denses, mais qui abordent donc la thématique de l'emploi et des enjeux autour de l'emploi. Thématique qui est aussi une thématique prioritaire de la politique d'intégration avec plusieurs objectifs, donc celui de favoriser donc une meilleure insertion sociale et professionnelle des étrangers primo-arrivants et en particulier les femmes, de mobiliser et de renforcer les partenariats locaux pour une meilleure articulation avec le droit commun, notamment autour de programmes qui sont déclinés comme le programme Agir, comme la déclinaison de l'accord cadre territorial entre l'État, l'OFII et les acteurs du réseau pour l'emploi, de favoriser aussi un meilleur accès à la reconnaissance des diplômes, de la qualification et de l'expérience professionnelle des primo-arrivants. La thématique de l'emploi représente effectivement un enjeu majeur important. Dans le cadre de l'appel à projet, c'est 39% des crédits de l'enveloppe du programme 104 de l'Action 12 qui sont dédiés à cette thématique, suivi après de l'apprentissage linguistique qui est aussi un axe important parce qu'il permet aussi l'accès à l'emploi. Et donc aujourd'hui, donc plusieurs interventions qui visent dans leur finalité à une meilleure intégration renforcée par le travail et l'ambition aussi de répondre aux attentes de l'employeur. Donc Anaïs Guillou, qui est donc adjointe au chef du bureau de l'accompagnement social et professionnel de la Diane. Diane, donc ministère de l'Intérieur, direction de l'intégration, de l'accueil et de la nationalité, qui va intervenir sur le contenu et les enjeux donc, de l'article 23 de la loi CIAI, donc contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Et quelques mots aussi sur les grandes lignes de l'instruction 2025. Donc, je laisse la parole à Madame Guillou. Bonjour. Bonjour. Vous, peut-être vous donner quelques éléments d'actualité, vous présenter en quelques mots rapidement les éléments un peu stratégiques des priorités de l'accès à l'emploi des étrangers primo-arrivants, puisque nous avons une circulaire, une instruction en préparation qui n'est pas complètement validée, mais qui devrait être transmise dans les prochains jours et qui fixe ces priorités pour l'année 2025. Voilà, donc je vous propose de les partager avec vous. Et puis ensuite, je vous ferai un petit point rapide sur un petit point d'information sur l'article 23 de la loi CIAI, puisque c'était votre demande. Donc sur les priorités de la politique d'intégration. Donc on se situe aujourd'hui dans une phase de priorité de la politique d'accès à l'emploi des étrangers primo-arrivants, pardon. Donc on se situe aujourd'hui dans une phase de transition avec la mise en œuvre de la loi plein emploi. Et donc nous, à la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, on travaille évidemment en étroite collaboration avec la DGEFP, donc ministère du Travail et de l'Emploi, et France Travail, sur une stratégie commune qui rejoint à la fois les objectifs de la loi plein emploi et les objectifs et les enjeux de la politique d'intégration, puisqu'on a vraiment des enjeux partagés en matière d'aller vers les personnes les plus éloignées de l'emploi, qui sont pour nous donc les étrangers primo-arrivants et les bénéficiaires de la protection internationale, et en même temps assurer une meilleure réponse aux besoins des entreprises. Tout ça avec de nouveaux outils, puisque France Travail fait évoluer son offre aujourd'hui et se dote de nouveaux outils pour mieux accompagner ces publics, dont vraiment
les étrangers primo-arrivants qui sont aujourd'hui vraiment un public ciblé hein, parmi les publics de France Travail, je dis Pôle emploi, excusez-moi, et puis et à la fois voilà, en favorisant, en renforçant les passerelles avec les acteurs économiques et les entreprises, puisque de notre côté, on a vraiment... Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Ouais, voilà. On a vraiment un enjeu de renforcer les liens avec ces acteurs économiques dès le début du parcours d'intégration républicaine pour faire en sorte d'avoir des parcours adaptés, alors qui intègrent hein, de la formation linguistique à visée professionnelle. Pour nous, c'est vraiment une priorité et qui soit vraiment dès le départ de l'accompagnement connecté avec ces besoins des entreprises dans les secteurs particulièrement en tension. Voilà. Et évidemment, ces besoins étant différents et les leviers pouvant être mobilisés étant différents d'un territoire à l'autre, compte tenu des partenariats qu'on peut avoir avec les collectivités locales, par exemple, et les conseillers régionaux sur le sujet de la formation linguistique à visée professionnelle, et compte tenu des bassins d'emploi et des secteurs en tension. C'est la raison pour laquelle, dans cette phase de transition, comme vous le savez, on a un accord cadre État-OFII-SPE qui a été signé en 2021. Et donc, cet accord cadre, nous avons, avec la DGESP et France Travail, lancé les travaux de renouvellement de ce partenariat. Et dans ce cadre-là, nous, ce sur quoi on va insister, on insiste vraiment avec la DGESP, c'est d'inscrire ces enjeux d'intégration par l'emploi des étrangers primo-arrivants dans le cadre de la communauthologie des CLPE et des CDPE, comités locaux pour l'emploi et comités départementaux pour l'emploi. Alors vraiment pour agir de manière concertée avec ces acteurs-là, acteurs économiques et collectivités. Ça, c'est vraiment le volet des GFP, c'est vraiment le volet... c'est la comitologie de la loi plein emploi, c'est la nouvelle gouvernance de la loi plein emploi, mais donc pour moi c'est un petit peu difficile de parler sans la DGEFP de ces sujets, mais la logique quand même c'est de partir, d'être dans une logique remontante et pas descendante, et de partir des besoins et des leviers d'action surtout, des besoins aussi, hein, du diagnostic et des leviers d'action au niveau vraiment infraterritorial, au niveau du bassin d'emploi, en mobilisant les acteurs prenants, les parties prenantes en fonction des territoires, et puis d'identifier les enjeux pour faire remonter ensuite au CDPE pour élaborer des feuilles de route qui identifient dans ces feuilles de route vraiment les enjeux de l'intégration par l'emploi des étrangers primo-arrivants. Voilà, en tant que public potentiellement éloigné de l'emploi et pour lesquels il va falloir mobiliser des actions, notamment des actions d'aller vers et voilà, mobiliser, comme je l'ai dit, l'offre de services de France Travail et d'une manière générale hein, du réseau pour l'emploi et les acteurs économiques et les compétences des collectivités. Voilà, c'est un petit peu empirique ce que je vous dis, hein, vous allez être, vous, dans le déploiement vraiment très opérationnel de tout ça, mais on est vraiment dans cette phase un peu de cadrage stratégique, donc quand même, c'est important. Simplement pour préciser pour tout le monde, en fait, on aura 2 interventions ensuite du directeur régional adjoint de France Travail et Aurélien Guillon qui est chargé de mission et qui reviendra sur la loi plein emploi et notamment un programme régional autour de la question à visée professionnelle. Voilà. Ok, parfait, très bien. Donc je voulais vous faire part aussi dans ce cadre hein, de l'évolution de l'offre de services du réseau pour l'emploi et de France Travail, d'un nouveau guide que je vous ai diffusé par mail, qu'on a diffusé à tous nos correspondants régionaux donc par mail la semaine dernière, mais qui va vous être très certainement présenté par France Travail tout à l'heure, qui a un guide à l'intention vraiment des étrangers primo-arrivants eux-mêmes et qui est traduit, je crois, en 5 langues et qui explique vraiment le nouveau processus d'inscription, enfin le nouveau processus d'orientation vers le réseau pour l'emploi et de quelle façon ils doivent aujourd'hui s'en saisir en tant qu'étrangers primo-arrivants. Voilà, c'est traduit en français, ça a été transcrit en français facile et traduit en 5 langues pour vraiment diffuser de l'information la plus appropriable possible par les étrangers primo-arrivants. Et dans ce guide,
vous allez avoir une information aussi sur l'application Travailler en France. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est important de la connaître. C'est une application qui a été développée par France Travail également, et qui permet de mettre en lien vraiment les étrangers primo-arrivants avec les entreprises qui recrutent dans un bassin d'emploi, et qui permet, voilà, alors cette application, elle est traduite, et elle permet aussi d'envoyer des CV et d'accompagner à la rédaction de CV. Et voilà, c'est une application assez concrète, hein, pour mettre en relation directe en fait les employeurs qui ont besoin de recruter et les étrangers qui ont besoin de travailler. Voilà. Et donc il faut vraiment que les acteurs de l'intégration les connaissent, vraiment que les opérateurs Agir les connaissent. Bon, l'Office, ça va de soi, bien évidemment, et d'une manière plus large, hein, tous les acteurs qui ont à accompagner les étrangers primo-arrivants dans leur parcours d'intégration républicaine. Voilà, donc voilà, ça c'est pour les outils, l'offre de services de France Travail à destination des étrangers primo-arrivants. Donc le guide, le livret traduit et l'application Travailler en France. Et puis d'autres choses qui vont aussi bientôt évoluer, parce qu'on est aujourd'hui dans une logique de renforcer l'information par France Travail des caractéristiques et des profils des signataires du CIR qui l'accompagnent. Donc France Travail réfléchit plus que ça, adapte aujourd'hui ses parcours aux caractéristiques et aux profils des signataires du CIR, et c'est là où on va aussi avec France Travail. C'est vraiment être dans une logique de renforcement de l'échange de données entre l'OFI et France Travail pour mettre en place des parcours adaptés. Voilà, pour vous donner un petit peu le contexte général. Au-delà de ça, on a un enjeu fort d'information des entreprises et des employeurs sur le cadre légal, comment recruter un étranger primo-arrivant ou une personne réfugiée. Quels sont les outils qui sont mis à leur disposition par France Travail ou par exemple en matière de reconnaissance des qualifications et d'accès à la VAE. Et voilà, donc nous, à la direction de l'intégration, on a élaboré avec la DIER et la DGFP France Travail 2 petits guides l'année dernière, et réalisé une FAQ qui est actuellement en ligne et qu'on va aujourd'hui actualiser. Ces 2 petits guides s'adressent vraiment aux acteurs économiques et aux employeurs, vraiment à tous les employeurs. Et il s'intitule « Recruter une personne réfugiée et recruter une personne de nationalité étrangère présente en France ». Et de la même façon, voilà, je vous invite à transmettre cette information aux acteurs économiques, aux entreprises, alors peut-être via le réseau des chambres consulaires, le réseau pour l'emploi, les collectivités. Voilà, mais c'est important de faciliter aussi, de lever les freins au recrutement des entreprises qui ont encore aujourd'hui c'est ce qui est normal parce que le CESEDA est un droit quand même très très complexe, et donc il y a des craintes de ne pas être dans le cadre légal, il y a des craintes à recruter un étranger primo-arrivant quand on ne connaît pas le cadre et les outils qui existent. À l'heure actuelle, ils sont sur le site du ministère de l'Intérieur, et on les a mis aussi à disposition sur l'espace Rezana, qui est dédié aux référents des correspondants intégration. Donc ils sont largement diffusables. Enfin, il n'y a pas de voilà. Vous pouvez aujourd'hui, ce sont des outils qui sont diffusables vraiment aux acteurs de l'intégration au sens large. Donc voilà, vous pouvez les récupérer sur l'espace Rezana ou sur le site du ministère de l'Intérieur et les diffuser largement. Puis voilà, sur ce volet information. On l'a déjà fait, on peut tout à fait, alors ça s'organise bien, ça s'anticipe aussi évidemment, mais on peut tout à fait imaginer par exemple de réaliser un webinaire, alors pas nous, direction de l'intégration, enfin si nous, direction de l'intégration, mais avec nos collègues de la direction de l'immigration, voilà, pour vraiment donner des informations très, très concrètes sur ce sujet-là. Voilà, des choses qu'on a déjà fait et qu'on peut refaire si vous avez le besoin sur ce sujet. Voilà. Alors peut-être du coup sur l'article 23. Donc l'article 23. Alors cet article 23 donc de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration du 26 janvier 2024, il modifie le code du travail. Et qu'est-ce qu'il introduit? Alors il introduit principalement 3 choses. D'abord, la possibilité pour l'employeur de proposer dans le plan de développement des compétences des actions qui visent à atteindre une connaissance de la langue française. Donc niveau A2, ce niveau a été fixé par décret. Voilà, donc ça c'est une chose, mais surtout
et ça, c'est l'aspect un peu vraiment substantiel de cet article. Il introduit cet article, l'obligation pour l'employeur donc de dégager du temps de travail avec maintien de la rémunération pour les salariés signataires du CIR qui sont engagés dans une formation linguistique qui vise à atteindre un niveau A2. D'accord? Et puis, il introduit également l'obligation d'accorder une autorisation d'absence de plein droit pour les salariés signataires de CIR qui suivent une formation FLE qui vise à atteindre un niveau A2 financé par leur compte personnel de formation. Voilà. Donc, c'est quoi un petit peu l'esprit du législateur sur cet article 23? L'idée est que les étrangers primo-arrivants d'abord ont des obligations, vont avoir à partir du 26 janvier 2020, du 1er janvier 2026 des obligations renforcées pour l'accès à une carte de séjour pluriannuelle, comme vous le savez, puisque à partir du 1er janvier 2026, le niveau A2 sera requis pour qu'il se voit délivrer un titre de séjour pluriannuel. Ça, c'est l'article 20 de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration qui le dit. Les étrangers primo-arrivants, lorsqu'ils arrivent en France, ils arrivent avec une expérience professionnelle, des compétences professionnelles, et on a des entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre dans les secteurs en tension. Les étrangers primo-arrivants peuvent contribuer au développement économique de la France à condition qu'ils puissent accéder à un emploi et remplir les conditions pour accéder à cet emploi et accéder à l'emploi durable en France. Donc, le législateur, par cette mesure, a voulu renforcer donc l'obligation de l'employeur à accompagner finalement l'intégration sociale et professionnelle des étrangers en France en permettant de progresser dans leur maîtrise de la langue française. Par ailleurs, c'est également une condition, cette maîtrise de la langue française, de l'évolution de la bonne intégration professionnelle, puisqu'il s'agit pour le salarié de comprendre les normes applicables, de comprendre les conditions de sécurité, les conditions d'hygiène, dans le cadre de l'emploi occupé, mais également pour le salarié de faire valoir ses droits dans le cadre de sa relation avec l'employeur. Cette amélioration de la langue française, elle conditionne également la capacité du salarié aujourd'hui à acquérir de nouvelles compétences et à progresser professionnellement dans une perspective d'intégration à long terme. Voilà. Donc l'idée vraiment, c'est de faire en sorte que le salarié n'ait pas à choisir entre la formation linguistique qui aujourd'hui va devenir essentielle pour lui parce que ça va conditionner son accès à une CSP et un emploi, et de faire en sorte que l'employeur contribue à cette formation linguistique du salarié allophone. Voilà, pour vous donner un petit peu le contexte. Alors, pour être plus précise dans ce que je vais dire, on vous enverra en fait une fiche qui vraiment récapitule vraiment de manière très précise tout ça. Et de la même façon, cette fiche, elle aura vocation à être transmise aux acteurs de l'intégration pour une bonne compréhension des choses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les décrets? Donc, il y a 2 décrets qui ont été publiés donc, en fin d'année dernière, donc le 31 décembre 2024, et qui précisent les choses. Donc, la durée maximale de formation qui est considérée comme du temps de travail effectif pour le salarié allophone signataire du CIR, elle est fixée à 80 heures. D'accord? Donc, ces 80 heures, c'est le seuil maximal de durée de formation considéré comme du temps de travail effectif. Le principe, c'est que la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail, elle est définie par un accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé entre l'employeur et le salarié, la durée de l'absence du salarié pour suivre les formations de son parcours linguistique ne doit pas être supérieure à 10% de sa durée hebdomadaire de travail. Concrètement, si une personne travaille sur une durée hebdo de 35 heures, ça lui fait une demi-journée par semaine. D'accord? Voilà. Enfin, la durée maximale de l'autorisation d'absence dont peut bénéficier le salarié allophone signataire du CIR qui mobilise son compte personnel de formation est de 28 heures, ça fait à peu près
4 jours pour une durée de travail à temps plein. Est-ce que c'est pas forcément évident, mais est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit? Donc voilà, le principe, c'est durée maximale de formation considérée comme du temps de travail, c'est 80 heures pour participer à une formation linguistique qui vise le niveau A2. Que cette formation linguistique, elle est commencée avant l'entrée en contrat ou après l'embauche du salarié, peu importe, d'accord? Donc 80 heures. Sur la répartition du temps de travail, c'est 10% de sa durée hebdomadaire de travail, à défaut d'accord avec l'employeur. L'employeur peut très bien décider que ce soit plus, mais évidemment, dans la majorité des cas, ce ne sera pas forcément plus. Donc ça fait à peu près une demi-journée de travail par semaine et 4 jours d'autorisation d'absence, donc 28 heures pour l'étranger allophone qui mobilise son compte personnel de formation. Voilà. Et les deux décrets prévoient des modalités d'application spécifiques s'agissant du secteur des particuliers employeurs, parce que c'est un secteur quand même très particulier avec une personne étrangère qui peut être recrutée par plusieurs employeurs. Donc il y a des modalités spécifiques que je ne vais pas vous détailler là, puisque la loi s'applique à ce secteur, mais avec des modalités un petit peu plus flexibles et un petit peu plus souples. Voilà, donc c'est alors évidemment il va y avoir un enjeu de transmettre ces informations aux étrangers primo-arrivants qui en ont droit, hein, tout simplement. Donc ça c'est un petit peu votre rôle, hein, le rôle des acteurs de l'intégration, des opérateurs à agir. Donc c'est pour ça qu'on va vous faire passer, on espère le plus rapidement possible, cette fiche qui détaille vraiment les modalités concrètes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à un étranger primo-arrivant qui nous interroge sur ce sujet-là? Voilà, quels sont ses droits, comment il peut saisir son CPF. Voilà, des choses vraiment très opérationnelles, très concrètes. Et puis, il va y avoir aussi évidemment un enjeu et un objectif d'information, d'accompagnement, je dirais presque, hein, des emplois et de dialogue, hein, avec les employeurs et les acteurs économiques sur ce sujet, parce que ça peut être une opportunité, mais évidemment, on le sait, ça peut être aussi considéré comme un frein et un frein supplémentaire au recrutement des étrangers primo-arrivants. En tout cas, une inquiétude ou des choses à lever pour pas que ça le soit. C'est vraiment pas l'objectif de la loi. Voilà, donc il y a quelque chose à construire avec les acteurs du réseau Pôle emploi, des acteurs économiques, les chambres consulaires, pour vraiment avoir un échange et un dialogue et un accompagnement des acteurs économiques sur ce sujet-là. Alors on sait qu'il y a des entreprises qui vont jouer le jeu et pour celles-là, c'est pas une difficulté, mais ça peut plus l'être en effet pour les plus petites entreprises, TPE, PME, qui ne sont pas du tout exempts du champ d'application de la loi, puisque la loi concerne tous les employeurs du droit privé, y compris le champ de l'insertion par l'activité économique, par exemple. Voilà. Et donc là, il y a un travail de pédagogie, en fait, en réalité, à faire, de communication, de pédagogie à faire auprès de ces employeurs. Mais l'objectif, c'est que tout le monde ait bien cette information et que quand même il y a un travail qui soit engagé aussi avec les acteurs économiques pour que ces salariés allophones qui suivent une formation linguistique et qui demain devront devoir être certifiés au niveau A2 pour avoir leur CSP, puissent la suivre sur leur temps de travail. Voilà. Alors dans une durée qui reste limitée, hein, voilà. Mais c'est important de passer cette information. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur René Yoloman, directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures, sur France Travail, sur un enjeu particulier, l'articulation entre France Travail et le dispositif Agir, donc au bénéfice des PPI. Et bonjour à Merci beaucoup. Ce qui m'amène aujourd'hui auprès de vous sur un temps d'échange assez bref, en fait, c'est la question de l'articulation entre France Travail et Agir au bénéfice des BPI. Après, c'est dans une logique d'optimisation. On le voit, c'est une population parfois perdue, parfois basculée de structure en structure. Et là, aujourd'hui, c'est comment mieux s'articuler ensemble et surtout dans une logique, c'est devenu même un mantra, vous devez l'entendre assez régulièrement, c'est dans une logique de dites-le nous une seule fois. Voilà. Et donc ça, c'est comment on aborde ensemble ce principe-là, comment ça se met en œuvre.
Et puis, si vous pouvez me partager, si vous avez des difficultés actuellement, me partager vos difficultés. Et après, dans un second temps, ou même dans votre prise de parole, me dire comment vous verrez une meilleure articulation entre France Travail et l'OFI et le dispositif Agir et dans ce fameux principe de diplôme cette fois. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Hein. Merci. Du coup, on voit bien que l'enjeu aussi, comme vous l'avez évoqué, c'est améliorer aussi le réseau et savoir à qui s'adresser, etc. Donc, Monsieur Homeland, on reviendra vers vous pour voir aussi comment on peut permettre aux acteurs de pouvoir disposer des informations concrètes et accompagner, comme vous l'avez dit, dans une logique d'une optimisation de l'articulation entre les interventions des uns et des autres. Monsieur Guyot, Merci, oui, merci. Alors, simplement, donc, je me présente, allez-y. Aurélien Guyot, donc moi, j'appartiens à la DRETS Grand Est, et donc, comment dire, donc j'ai deux casquettes, donc j'agis également donc, en qualité de chargé de mission en matière de formation professionnelle, donc pour la DRETS, et comment dire, également donc en qualité de comment dire, référent régional concernant la loi pour le plein emploi. En termes de contenu, donc pour ce matin, donc, ce qu'on m'a demandé, c'est de réaliser une intervention donc, en 2 temps. Donc, rassurez-vous, donc, on tiendra en tout cas sur une demi-heure maximum sur ces 2 temps. Tout d'abord, une présentation, en tout cas d'ordre général, concernant la loi pour le plein emploi, donc en termes de déploiement. Et puis ensuite, un focus plus particulier sur un des volets en tout cas du déploiement de la loi plein emploi, qui est celui du plan régional d'investissement dans les compétences, avec un focus spécifique qui sans doute va vous intéresser sur en tout cas l'action de formation comment dire, à visée professionnelle qui est notamment proposée. Alors sur le premier temps, donc là aussi, hein, évidemment, le support, vous l'aurez, c'est pour ça que je préférais prendre la main pour, comment dire, par souci de fluidité. Je ne vais pas détailler toutes les slides. Alors en termes de contenu, simplement pour vous dire que, donc, suite à la loi pour le plein emploi, donc, le 18 décembre dernier, pourquoi donc une réforme? Le constat, donc, c'est bien des personnes éloignées de l'emploi, des difficultés de recrutement pour les entreprises, et puis, Monsieur Guillaume l'a évoqué juste avant, une complexité globale du système. C'est-à-dire l'idée, c'est vraiment sans doute, en tout cas, de pouvoir, il y a des marges de manœuvre en termes de lisibilité, de visibilité, mais aussi notamment voilà, dans la manière dont les acteurs communiquent entre eux, le fameux principe du dites-le-nous une fois, où personnes et entreprises peuvent être amenées à communiquer plusieurs fois les mêmes informations. Et donc, partant de là, les impacts attendus de la réforme, donc en fait, il y a 2 entrées. En tout cas, ça se veut simple et vraiment dans une logique d'efficacité, c'est-à-dire donc accompagner plus efficacement les personnes donc éloignées de l'emploi et accompagner plus efficacement les entreprises, en particulier, mais pas exclusivement évidemment, celles qui rencontrent des difficultés de recrutement. Et donc, pour ce faire, alors en fait, il y a 3 axes principaux à la nouvelle loi plein emploi. Moi, je vais insister en particulier sur le dernier, donc sur ce qu'évoquait juste avant la directrice de l'ORIP, sur la transformation du service public de l'emploi, dont, même si je ne détaillerai pas comment dire, beaucoup, la transformation de Pôle emploi en France Travail. Et donc, les 3 axes, donc au-delà de cette transformation, on va dire, du système, comment dire, du service public de l'emploi, 2 volets, c'est-à-dire la refonte vraiment du processus d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En tout cas, l'idée, c'est bien en tout cas, en lien avec les acteurs qui accompagnent ces personnes, de renforcer l'articulation dans leurs interventions et puis leur permettre, sans revenir sur leurs prérogatives, mais je veux dire, de travailler avec des référentiels qui sont partagés. L'idée étant de rendre l'accompagnement plus efficace. Et la même chose appliquée donc au renforcement en tout cas des réponses aux entreprises. L'idée, c'est que, in fine, en tout cas, les acteurs soient encore mieux coordonnés pour pouvoir mieux répondre aux besoins exprimés par les entreprises. Vous avez ici, je ne vais pas trop le détailler, en tout cas, les descriptions, donc les grands fondamentaux du nouveau parcours usager qui est proposé donc, qui est proposé avec la loi plein emploi, ou l'inscription automatique que vous connaissez, un cadre commun pour les orientations, le renforcement de l'accompagnement au travers notamment d'un principe d'accompagnement plus intensif, et puis évidemment voilà, une adaptation du cadre des engagements et des devoirs. Ici, donc, vous avez, en tout cas, vous aurez le support, j'insiste, les éléments plus précis, en tout cas concernant la rénovation des services aux entreprises.
Alors c'est là, moi, c'est ce que je vais un peu plus vous détailler. Donc, c'est sur la nouvelle gouvernance. Donc, l'idée, hein, c'est vraiment la méthode qui est retenue. Donc, comment mieux accompagner les personnes et les entreprises? Eh bien, c'est en rénovant la manière dont vont travailler les acteurs ensemble. Et donc, c'est en tout cas plus de simplicité pour plus d'efficacité. Et donc, comment dire, la méthode, c'est bien une coopération renouvelée entre acteurs. Alors, Pôle emploi, lui, en tout cas, Feu Pôle emploi va se transformer donc, dans la réalisation de ses missions, puisqu'il va continuer à exercer des missions en propre d'accompagnement des demandeurs d'emploi, des entreprises, de l'indemnisation, bien évidemment. Mais en plus, Pôle emploi va être, aujourd'hui, France Travail va désormais être amené à réaliser un rôle d'appui des acteurs pour faciliter leur coopération. Et donc, c'est bien à la fois une transformation donc, de Pôle emploi en France Travail, mais aussi de l'ensemble des acteurs du système de l'emploi et de l'insertion, qui va trouver, en tout cas prendre forme au travers de ce qu'on a déjà évoqué ce matin, la mise en place donc, des nouveaux comités et des réseaux pour l'emploi. J'insiste, ce qui change, hein, c'est vraiment la manière dont les acteurs vont travailler ensemble, qui va être structurée, en tout cas réformée, avec l'appui de France Travail. La logique, c'est ce qui est tout en haut à droite, et je vous invite vivement à le consulter. En fait, notamment, aujourd'hui, la cible, c'est aussi de rendre plus visibles et lisibles les actions qui sont réalisées. Et donc, vous avez en haut ce qu'on appelle les indicateurs du réseau pour l'emploi. Pour faire très simple, ce sont les indicateurs qui visent à suivre l'activité donc, des différents comités que je vais vous présenter juste après. Et donc, ces indicateurs, ils sont accessibles à tout public et à tous les niveaux de comité que je vais vous présenter. Donc, n'hésitez pas. Vous avez notamment 3 entrées. Une entrée sur les personnes, en tout cas les publics, une entrée sur les entreprises et puis une entrée plus spécifique sur comment dire, sur la formation. Alors, comment sont composés les comités? Je pense qu'au regard, en tout cas, j'en profite pour saluer mes collègues des DETS que j'ai vu participer. Je pense que c'est des éléments que vous avez déjà à disposition, mais ne serait-ce que, en tout cas, juste pour en quelques mots, là aussi, la réforme dans son ensemble, elle est pilotée par l'État, mais en termes de gouvernance et de déploiement, on est bien sur, en tout cas, une gouvernance qui se veut partager, donc des comités entre l'État et les collectivités territoriales. Bien évidemment, vous avez des spécificités en fonction des différents niveaux de comité, que ce soit régional, départemental ou local, mais vous avez toujours, pour l'essentiel, trois types de membres. Les membres de droit, donc qui sont ceux qui sont désignés par un arrêté, qui vont participer systématiquement à ces comités. Donc, évidemment, l'État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, et puis les 3 principaux opérateurs, France Travail, Mission Locale et Cap Emploi. Et en complément de ces membres, vous avez donc des membres réguliers, c'est-à-dire qu'en fait des membres du réseau pour l'emploi qui sont porteurs de solutions ou d'offres d'accompagnement et qui vont pouvoir être associés à ces comités en fonction de leurs travaux. Et enfin, c'est la petite bulle verte qui est à droite, on peut en complément être associé tout acteur jugé utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le nouveau système, la cible étant d'être plus efficace, on a des acteurs qui seront membres de manière systématique, d'autres acteurs qui seront associés en fonction des travaux. Et l'idée, en tout cas les gouvernances de ces instances, c'est de trouver le bon équilibre pour justement associer les acteurs utiles. D'accord, donc ça c'est une première chose, mais également garantir un nombre limité de participants en fonction des travaux pour avoir quand même une certaine opérationnalité, puisque vous allez voir, et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est vraiment la cible. Oh, pardon. C'est quoi en fait ces comités pour l'emploi? C'est très simple, ce sont des collectifs donc, pour trouver des solutions concrètes et opérationnelles aux besoins des personnes et des entreprises. Et donc c'est pour ça que actuellement, au niveau de chaque territoire, en fait, les comités pour l'emploi sont en train d'identifier en fait les cibles, les priorités sur lesquelles ils souhaitent travailler. Ça a déjà été dit par Madame Guillon au départ. Là, je ne dis pas qu'on l'était avant, mais en tout cas, on n'est plus du tout dans une logique descendante où le niveau national ou le niveau régional viendrait déterminer les orientations. Alors, on a bien au niveau national un comité national pour l'emploi qui a vocation à fixer des grands principes, évidemment, des éléments de stratégie, mais aussi à fixer les éléments qu'on appelle du patrimoine commun, c'est-à-dire les outils qui permettent aux acteurs de travailler ensemble. Voilà. Et ensuite, donc si vous voulez, on va vraiment partir du local dans le cadre de ces comités. C'est-à-dire c'est au niveau de chaque comité local de se saisir de ces enjeux, de ces problématiques et d'identifier donc les priorités d'action sur lesquelles ils vont travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des priorités de chaque territoire, là, vous avez de nouvelles actions qui sont en train d'être déterminées, je vais y revenir, pour justement répondre aux besoins. Et on va se situer clairement dans une logique de subsidiarité, c'est-à-dire que si au niveau local, les acteurs ne sont pas à capacité de répondre,
et ben, en fait, ils vont remonter leurs actions, en tout cas leurs besoins, là où se situe la compétence, voire le financement, donc voilà, au niveau départemental ou au niveau régional. Vous voyez, la logique, elle est bien comment dire, ascendante. Et pour faire simple, évidemment, le niveau local, c'est le niveau je veux dire de mise en œuvre opérationnelle, enfin, voilà, de détermination des besoins. Le niveau départemental, la coordination des politiques emploi, insertion, solidarité. Et puis le niveau régional, en tout cas, voilà, le niveau de concertation globale entre les acteurs, en particulier, mais pas seulement sur le champ de la formation professionnelle, mais aussi de l'emploi, avec la cible de mieux répondre aux besoins des personnes et des entreprises. Tout ça avec le soutien et l'appui proposé par France Travail. Sur le, oh, il y a un petit dessin qui s'est fait en haut. Et sur là aussi, comment dire, sur ces questions de comitologie, l'idée, en tout cas, c'est bien de mettre ces comitologies au service de la stratégie. Hein, l'objet, c'est pas d'abord une réforme qui se veut technocratique, mais là, vous voyez, ça, c'est la cible qui est devant nous. C'est-à-dire aujourd'hui, vous aviez beaucoup de comités qui intervenaient sur les champs, on va dire, de l'emploi, insertion, formation. La cible demain, c'est qu'il n'y ait plus que un comité par niveau, donc au niveau régional, départemental et local. Évidemment, ça ne se fait pas d'un revers de main, et donc ce qui est en train de se construire progressivement, tout en prenant en compte les spécificités. Ça ne veut pas dire que tous les comités qui sont sur la gauche là vont disparaître, mais ça veut dire que progressivement, l'idée, c'est qu'on essaye de faire en sorte de mettre en œuvre cette simplicité, cette plus grande efficacité, en faisant converger les différents niveaux de comités vers les comités pour l'emploi. Je terminerai juste pour vous faire un tout petit focus sur les travaux donc, du comité régional pour l'emploi, simplement pour vous dire que ça a été installé, évidemment, en tout cas, ça a été installé fin novembre, et que c'est un sujet qui est porté par le préfet de région et le président de région, donc qui ont installé ce comité. Les sujets sur lesquels le comité régional travaille actuellement, c'est sur justement sa feuille de route, sa manière anti-travail, mais aussi sur en tout cas son règlement intérieur, sur la gestion de son fonctionnement, mais aussi la détermination de ses priorités d'action. Au niveau départemental, donc vous avez un comité par département, et aussi donc, comment dire, des comités locaux dont le périmètre a été déterminé par les acteurs eux-mêmes, donc à l'initiative des préfets de département en lien avec les gouvernances des collectivités territoriales. Et donc, vous avez 39 comités locaux en Grand Est, à la fois sur le périmètre de l'arrondissement, du bassin d'emploi ou du regroupement de bassins. Donc, tous ces comités, ils sont pour l'essentiel, on est fin mars, installés. Si ce n'est pas le cas, ils sont sur le point de l'être. Et donc, en termes de coprésidence des comités locaux, là aussi, l'objet, c'était de s'adapter au mieux aux besoins des acteurs. Vous allez retrouver de manière systématique en Grand Est le couple État-région plus conseil départemental et ou EPCI. Et pour terminer, vraiment, pardon, il y a deux sujets aussi qui sont actuellement sur l'établi pour ces comités, c'est-à-dire la formalisation évidemment du règlement intérieur, la manière dont il fonctionne, et aussi l'élaboration de leur feuille de route dans une logique d'opérationnalité. Vous avez ici, comment dire, la répartition géographique des 39 comités locaux prévus qui sont prévus, donc qui sont comment dire, voilà, qui exercent aujourd'hui actuellement en Grand Est. Concernant le calendrier de la réforme, alors là, vous avez en tout cas une synthèse de ce que j'ai déjà pu vous préciser. Pardon. Là, on est fin mars. L'ensemble des transformations ont déjà été opérées, les comités sont mis en place. Depuis le 1er janvier 2025, l'ensemble des dispositions relatives aux nouvelles modalités d'accompagnement des personnes sont effectives et donc sont en train de se mettre en œuvre et de se déployer progressivement. Pour terminer sur la loi plein emploi au sens large, avant un petit focus sur le PRIC, c'est pour vous dire aussi, mais vous êtes sans doute informé que parmi en tout cas les éléments saillants de la réforme, il y a aussi une transformation de l'accompagnement des allocataires du RSA. Et donc, ça passe en tout cas chez nous par un ensemble d'expérimentations qui sont déployées en Grand Est, mais aussi au niveau national, donc depuis 2023. Donc c'est Épinal qui a, si je peux m'exprimer ainsi, essuyé les plâtres. Et depuis 2024, donc, vous avez d'autres territoires expérimentateurs dont vous avez la liste ici. L'objet, hein, c'est quoi? Pour ces territoires, c'est d'expérimenter, de tester en fait l'accompagnement rénové des allocataires du RSA. Et pourquoi le tester? Puisque ce nouvel accompagnement, il entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025 et il a vocation à s'appliquer à tous. Et donc l'idée, c'est de pouvoir notamment capitaliser
parce que ces territoires vont se poursuivre en 2025, c'est notamment de capitaliser sur les réalisations de ces territoires pour justement organiser ce qui est en train de se faire progressivement, j'insiste, la généralisation de cet accompagnement rénové. Qu'est-ce qu'on a demandé à ces territoires? En fait, chaque territoire pilote a déterminé sa propre organisation pour pouvoir justement répondre aux enjeux qui sont les suivants, c'est-à-dire sur des territoires bien identifiés, identifier tous les allocataires du RSA, les inscrire à France Travail, les orienter rapidement pour leur permettre d'accéder à un parcours, mettre en place un parcours d'accompagnement partagé France Travail, conseil départemental, aussi bien social et professionnel que socio-professionnel, avec cet enjeu dont vous avez déjà entendu parler, en tout cas la cible, qui est bien un fil directeur et pas une imposition de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Le tout en favorisant le lien avec les entreprises pour mieux répondre aux besoins des personnes et en impliquant les acteurs au travers de la nouvelle comitologie, notamment que j'évoquais. Et là aussi, vous avez en bas, si ça vous intéresse, les indicateurs de suivi de ces territoires pilotes qui sont accessibles à tous. Voilà, j'espère que il y avait sans doute beaucoup d'informations. J'ai essayé d'être synthétique. Je ne sais pas si ça se prête en l'état à des questions ou si je poursuis par le petit focus sur le plan régional d'investissement dans les compétences. C'est à vous de me dire. Oui, Je bonjour pense. Aurélien. Est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il serait possible ou Monsieur Yomelan, de détailler un petit peu le changement de paradigme dans la loi plein emploi, à savoir que quand on s'inscrit à France Travail, il y a une logique d'accompagnement, tu l'as bien dit, mais il y a un lien très fort au niveau de, voilà, c'est pas parce que, mais France Travail ne va pas faire tout le boulot d'accompagnement. Et ce serait peut-être bien de détailler pour les opérateurs bon, qui ont une connaissance peut-être moins fine que toi ou Monsieur Yomelan de cet accompagnement et de inscription, puis après les différentes étapes avec la préparation au questionnaire d'orientation, l'accompagnement vers différents opérateurs. Alors, sur cet aspect-là, mais je laisserai Monsieur Guemélan compléter, mais je me permets de démarrer. Alors, aujourd'hui, j'insiste, il est difficile mais c'est aussi, en tout cas sur un autre temps de ce type-là, on pourra je veux dire, développer de manière technique, concrètement, le contenu du nouvel accompagnement. En tout cas, ça pose ce principe, ça ne pose pas de difficulté. On pourrait d'ailleurs le faire en lien avec France Travail. Euh, Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, donc, effectivement, la loi plein emploi, donc, depuis le 1er janvier 2025, elle entre dans sa phase, je veux dire, opérationnelle. Et donc, progressivement, l'ensemble de ce qui a trait on va dire, au nouveau parcours d'accompagnement des demandeurs d'emploi est en train de se mettre en place, hein. J'insiste, c'est progressif. Je veux dire, hein, comment dire, on n'est pas dans un cadre de basculement à date. C'est vraiment l'ensemble des dispositions sont en train de rentrer en vigueur. D'abord, puisque vous me parlez d'étapes, la première séquence, c'est bien l'inscription automatique de l'ensemble des allocataires du RSA et en tout cas des jeunes suivis par les missions locales en stage PACA comment dire, à France Travail. Donc d'abord, et on est c'est en train de gérer à un niveau technique, c'est vraiment l'inscription automatique de ces publics, qui se traduit d'ailleurs par, pour le coup, la création de deux nouvelles, vous avez aussi entendu parler, de nouvelles catégories de demandeurs d'emploi pour justement prendre en compte les personnes qui vont être inscrites de cette manière et seront en attente d'orientation, et également les personnes qui seront dans une logique d'accompagnement social et en tout cas qui ont vocation à être comptabilisées de manière particulière. Donc, d'abord l'inscription automatique, ensuite, alors, l'orientation. Cette orientation a la vocation à se faire pour tous les demandeurs d'emploi selon des délais, des critères et des modalités partagés aux conseils départementaux, missions locales, Cap Emploi et à France Travail. Voilà, donc ça, donc il y a vraiment un travail en cours sur, en tout cas, différents référentiels. L'objet, c'est vraiment comment dire, de contribuer comment dire, à unifier ce processus d'orientation pour le rendre là aussi plus rapide, mais aussi mieux partagé entre acteurs. Donc, inscription, orientation. Ensuite, pour tous les acteurs que je citais juste avant, la signature donc d'un contrat d'engagement. Très simplement, l'objet, c'est en tout cas, de fixer les droits et les devoirs aussi bien du bénéficiaire que de celui qui l'accompagne. Et donc là aussi, l'idée, c'est que ce contrat d'engagement, en fait, il repose sur des référentiels et un contenu qui est partagé entre les différents acteurs de l'accompagnement que je ciblais.
avec, là aussi en termes de fil directeur, pour le coup, dans cet accompagnement, une volonté d'intensivité et donc comment dire, avec un fil de 15 à 20 heures d'accompagnement comment dire, par semaine. Et pour le coup, il y a tout un travail aussi derrière. Vous imaginez bien de partage des données entre acteurs pour pouvoir, j'allais dire, rationaliser le système, la circulation des informations pour que, pour un même bénéficiaire qui est en lien avec les différents partenaires, pour lui, ce soit le plus neutre et le plus fluide possible. Mais je vous laisse compléter, René, si vous en êtes d'accord, ou corriger d'ailleurs. Non, mais je pense que l'exercice est tellement fait et répété depuis des mois et des mois que finalement, Aurélien a apporté une grande partie de l'information. Après, ce que disait Aurélien tout à l'heure, c'est une implémentation selon des critères partagés, définis et arrêtés au niveau national, hein. Arrêtés au niveau national. Et puis après, on sait que sur certains départements, l'orientation, elle se fait auprès des conseils départementaux, des délégataires du CD. Ça peut être une orientation France Travail, mission locale, Cap Emploi. Et puis après, on en a d'autres définis par décret. Sur la question de l'accompagnement, bien entendu, on passe par plusieurs étapes. Il y a bien entendu celle du rendez-vous, du diagnostic après du rendez-vous pour arriver au contrat d'engagement et le plan d'action partagé. J'ai déjà fait plusieurs interventions et le point qui suscitait pas mal de questionnements, c'était la co-construction du parcours. Et donc, j'ai fortement insisté sur c'est une co-construction du parcours, en effet, un plan d'action partagé entre le conseiller, la conseillère et le demandeur d'emploi, sur lequel il s'engage à être en activité, en action, et on parlait des 15 heures d'intensité hebdo. Voilà, ça c'était important à souligner. Et puis après, tout cela, ça se suit tout au long du parcours que l'on dit intense. Voilà, peut-être un petit élément de précision sur ce point-là, sachant que tous ces éléments-là visent au retour à l'emploi. Alors, tous ne sont pas égaux. Certains vont retrouver un emploi très rapidement et facilement, et d'autres vont passer par plusieurs étapes, parce que dans les demandeurs d'emploi que l'on suit, il y en a qui sont très éloignés de l'emploi. Merci. Emmanuel, vous voulez intervenir? Oui, en fait, c'est plutôt en direction des opérateurs parce que là, la DGEF, enfin, j'ai suivi une intervention de la DGEF vendredi qui précisait justement que sur ces 15 à 20 heures, c'était une cible, c'était pas, ils évoquaient même 10 heures. Et ce qui est intéressant pour les opérateurs, c'est de dire que sur ces 15 à 20 heures, on peut inscrire aussi les formations linguistiques pour l'accès à l'emploi. Et c'est comme ça qu'on va réfléchir au niveau territorial. C'est sur les mises en place, l'articulation de cette professionnalisation, mais aussi de l'apprentissage linguistique. Donc, on peut mobiliser. Donc, c'est une réflexion qui est qu'on va dérouler avec nos référents intégration, nos collègues au niveau départemental pour vraiment créer un, un parcours et que vous puissiez voilà, accéder à ce parcours plus facilement. C'était juste une petite précision sur ces 15-20 heures qui peuvent être vraiment utilisées fort à propos par les EPA qui sont dans le parcours. Pour compléter aussi ce que disait Emmanuel, c'est que sur les prestations en fait, de l'OFI, effectivement, les prestations de l'OFI vont être rénovées dans le cadre du nouveau marché qui sera mis en place à compter du 1er juillet 2025, avec effectivement on tend donc vers une prestation linguistique de 400 heures en présentiel, non, 600 heures 600 heures, en présentiel pour les non-lecteurs, non-scripteurs, et pour les autres, des formations en fait qui seront asynchrones. Formation numérique, pour faire plus simple, voilà. c'est aller sur une plateforme, mais il n'y aura plus de caractère obligatoire. Et je vais proposer à Aurélien Guyot de poursuivre du coup sur ce qu'on appelle le PRIC. Alors, le plan régional d'investissement dans les compétences
Là, pour le coup, comment dire, deux temps à mon intervention. Le premier, sur une mise en perspective très rapide de ce que c'est que donc, plan régional d'investissement dans les compétences, par raccourci, je vais appeler désormais PRIC, et puis ensuite un focus plus spécifique donc, sur l'offre de français comment dire, des fins d'insertion portées par la région que je vais déployer. Alors, sur simplement le contexte, alors vous allez voir, il y a un lien évident. Donc, le PRIC, hein, c'est conçu comme le volet formation de la loi pour le plein emploi que je vous présentais juste avant. Donc, c'est-à-dire que pour le coup, les cibles, vous avez à la fois une entrée publique et une entrée entreprise. Les objectifs du PRIC sont simples sur le fond, c'est bien de répondre aux besoins en compétences des publics les plus éloignés de l'emploi et de répondre aux besoins des filières stratégiques et des entreprises, en particulier celles confrontées à des difficultés de recrutement. Donc, vous voyez, ça recoupe complètement ce qu'on disait juste avant en lien avec les objectifs de la loi plein emploi. Et donc, la cible du PRIC, c'est bien de former les publics identifiés comme prioritaires, sur lesquels je vais revenir juste après, pour leur permettre d'accéder aux offres d'emploi disponibles sur le territoire régional. Vous voyez derrière les formations qui sont dispensées, il y a bien une logique très opérationnelle. Au niveau des grands principes, c'est important de l'avoir à l'idée. Donc, on est bien sur un pilotage État-région du PRIC avec l'appui de France Travail, bien évidemment de ces interventions en matière de formation. Et donc, vous savez que comment dire, parce que là, on parle de formation de demandeurs d'emploi, vous savez que la formation des demandeurs d'emploi, c'est une compétence de la région. Et donc, en fait, dans le cadre du PRIC, l'État, lui, il va intervenir en additionnalité des interventions et des dépenses propres de la région pour amplifier, développer et multiplier les interventions en matière de formation. Donc là aussi, tout en s'appuyant sur la région pour pouvoir déployer ces interventions. Là, on est bien sur cette logique. Et donc, on est sur un cadre qui est, j'allais dire, pluriannuel, 2024-2027, décliné annuellement, et avec une convention en fait, également spécifique dédiée avec France Travail qui précise la manière dont, pour faire simple, France Travail est impliqué avec l'État et la région dans l'atteinte des objectifs au titre du PRIC. Là, j'ai repris les éléments pour 2024. Vous voyez que c'est, comment dire, donc au titre du PRIC, donc 120 millions. En 2024, c'était 120 millions au niveau de la région pour 80 millions de l'État. Vous voyez, les montants sont particulièrement significatifs. Donc, voilà, une vraie priorité. Et concrètement, à quoi servent les fonds? En fait, pour 95%, donc ça va être pour des actions de formation supplémentaires. Donc là, on parle bien de formation stricto sensu. Et pour 4% des moyens, on va être pour des actions qui visent à favoriser les entrées en formation et plus sur des formations en tant que telles. Alors, il y a eu vous savez qu'il y avait un précédent PRIC 2019-2023 pour lequel les publics étaient un peu plus larges. Pour faire simple, avec le PRIC donc 2024-2027, il y a eu un recentrage en termes de public. Et donc là, c'est des publics qui sont exclusivement les cibles du PRIC. Ça ne va pas vous surprendre. Ce recentrage a été fait sur en tout cas les publics prioritaires, mais que vous connaissez bien. Donc, sans condition de diplôme, donc les demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, travailleurs handicapés ou les seniors de plus de 55 ans. Les demandeurs d'emploi, donc de moins de 26 ans, donc les jeunes restent une priorité, mais jusqu'au niveau Bac+2 non obtenu pour justement de faciliter leur insertion sur le marché du travail, parce qu'on rappelle que l'objet des formations dispensées, c'est bien d'accéder à l'entreprise. Et puis, toujours cette clé d'entrée des publics les moins qualifiés, puisque on va retrouver les demandeurs d'emploi, 26-54 ans, sans le bac, avec à noter donc comment dire, les salariés des structures de l'IAE qui sont éligibles. Le plus important pour nous, si vous voulez, en termes de suivi, et c'est ça la priorité du PRIC, c'est que les formations qui soient dispensées touchent les publics considérés comme prioritaires qui sont ici. Et donc la cible, c'est que, en tout cas, au travers des interventions État-région menées au titre du PRIC, et vous voyez que ce n'est pas neutre, au moins 80% des formations soient dispensées pour ces publics qui sont repris dans cette diapositive. En termes d'axes prioritaires, alors là aussi, c'est assez simple au regard des enjeux que je reprenais juste avant. D'abord, former dans les secteurs stratégiques et en transition. Je ne vais pas les reprendre ici, mais bon, vous voyez qu'on est vraiment sur les grandes priorités régionales, d'ailleurs, qui par extension sont souvent des priorités nationales. Mais vous voyez, donc former dans les secteurs stratégiques, répondre aux tensions de recrutement des entreprises, en tout cas à l'échelle des territoires, donc vraiment en proximité.
Et puis, pour le coup, évidemment, en lien avec la typologie des publics qui sont prioritaires dans le PRIC, consolider les compétences de base pour ce public et en tout cas pour leur permettre d'accéder, dans la mesure du possible, à des formations qualifiantes. Donc, vous voyez, secteur stratégique, réponse aux besoins de recrutement et public éloigné de l'emploi. Deuxième temps, donc ça veut dire que dans le cadre du PRIC, en fait, il y a un ensemble d'actions de formation, notamment, qui sont dispensées. Là, on m'a proposé de vous faire un focus sur une action spécifique qui a été menée, en tout cas lancée dans le cadre du PRIC en 2024, mais qui, je vous le rassure, hein, c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'au regard de la manière dont ça a été conçu, poursuit son cours en 2025. Alors, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé donc, pour déployer donc, des formations donc, sur la période, en tout cas depuis août 2024 jusqu'au 31-12-2025, et donc avec un système d'entrée-sortie permanente. Donc, pour faire simple, les acteurs en tout cas les personnes peuvent rentrer dans ces formations jusque, cette fin d'année, et puis en sortir jusqu'au 31 juillet 2026. Et en fait, le système, c'est un système assez souple qui a été retenu par la région, puisqu'en fait, la les maisons de région ont commandé des métiers en fonction des besoins de recrutement à l'échelle de leur bassin d'emploi sur un certain nombre de secteurs prioritaires que vous avez ici. Bon, je peux les reprendre: BTP, hôtellerie-restauration, industrie, propreté, aide à la personne et agriculture. L'objet, c'était vraiment d'avoir une réponse formation la plus adaptée aux besoins des territoires. Pourquoi? Et on y vient tout de suite, c'est que l'objectif de cette nouvelle offre, qui est vraiment une offre, j'allais dire, nouvelle et originale dans son contenu, c'est bien donc c'est de répondre aux besoins en compétences donc, des entreprises, pour les personnes donc, demandeurs d'emploi non francophones dont la maîtrise du français est insuffisante pour accéder à l'emploi. Et donc, ce qui est visé, en fait, clairement, c'est pas un niveau donc, de maîtrise de la langue française au travers de cette nouvelle offre, mais c'est bien d'atteindre en fait le niveau de français suffisant pour accéder à un métier en fonction des métiers et des emplois qui sont disponibles sur des territoires donnés. Vous voyez, donc on est vraiment dans une logique d'insertion d'insertion par l'emploi. Et donc l'objet, c'est bien donc, que soit proposé in fine un parcours de formation en lien avec le métier concerné, et puis qu'en même temps, la personne puisse atteindre, pour le coup, le niveau de français dont elle a besoin pour pouvoir exercer son activité. Je ne vais pas trop détailler, mais c'est simplement pour illustrer le fait que, en fait, l'attendu de la réponse, ça allait au-delà de la formation à un strict sensu. Vous avez bien l'acquisition de compétences, l'acquisition des gestes techniques, mais vous voyez aussi la possibilité de travailler sur la consolidation du projet professionnel, l'intérêt de prévoir aussi, dans le cadre de ces formations, des périodes de formation en entreprise, tout un travail sur la levée de freins, et puis la demande d'utiliser la plateforme de la région là, pour justement faciliter l'accès aux compétences linguistiques. Donc, vous voyez, c'est simplement pour vous dire qu'on est au-delà de la formation en tant que telle. Alors, les publics qui sont, éligibles au sens propre, donc là, on considérait que ce n'était pas inutile de vous refaire un petit focus spécifique. Donc, c'est bien les demandeurs d'emploi majeurs, non francophones, avec 3 critères, entre guillemets, donc qui ont déjà suivi des études dans leur pays d'origine et dont la maîtrise, pour le coup, du français est insuffisante pour accéder à l'emploi, ce qu'on disait juste avant, qui ont un niveau minimum A1, et qui, en tout cas, ont une autorisation de travailler en France. Donc ça, c'est sur les publics, cibles de cette action. À noter, les réfugiés ukrainiens sont éligibles, que le programme de formation plus général de la région, le PRF, il est bien évidemment ouvert à des personnes qui répondent ouvert de manière plus générale aux personnes qui répondent à ces critères, et qu'en région, dès lors qu'une personne est sur une formation de la région, elle peut bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Voilà. Là, on excède le champ spécifique de cette offre, mais c'était sans doute pas inintéressant de pouvoir le redire. Et dernière chose, bien évidemment, cette offre de formation, on est bien sur quelque chose de différent de l'offre de formation aux compétences de base, qui concerne les personnes qui sont francophones. Dernière chose, il y a pour le coup 3 enjeux. Bon, il y en aurait d'autres, mais c'est peut-être les principaux enjeux qui sont devant nous en lien avec cette action.
Alors aujourd'hui, moi, je ne suis pas en capacité de vous produire des éléments chiffrés, mais c'est bien de s'assurer, en tout cas, que cette action, elle monte en charge et puis qu'elle produit des résultats, enfin, que des personnes rentrent. Là, en l'état, moi, je ne peux pas vous adresser des éléments, mais ça, c'est un sujet qu'on partage avec la région pour pouvoir, j'allais dire, être en capacité de s'assurer donc l'action fonctionne bien. Un enjeu fort qui a déjà été évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises depuis ce matin en termes d'articulation des interventions et des offres de formation. Donc là, ça se veut comment dire, une offre qui se veut nouvelle, mais bien articulée en tout cas dans le paysage. Donc voilà, en tant que de besoin, en tout cas, voilà, travailler à l'articulation des offres de formation pour ces publics et sur l'acquisition des compétences linguistiques. Et puis, dernière chose, pour le coup, il y a aussi un sujet plus global de visibilité de l'offre de formation au sens large, mais aussi de l'offre de formation sur les compétences linguistiques. Et donc voilà, sur lequel on travaille notamment avec la région et les services du CARIF que vous connaissez, j'en doute pas. Ce qui me permet enfin de partager avec vous deux éléments de ressources. Donc le premier, c'est vraiment le site du CARIF sur lequel vous pouvez avoir accès, qui a vocation à collecter l'ensemble de l'offre de formation existante en région. Donc pour nous, ce sur quoi on travaille avec eux, c'est à rendre toujours plus accessible et lisible l'offre. Donc voilà, dans un monde parfait, vous taperiez formation linguistique et vous auriez tout de suite l'offre. Bon, les outils ne sont pas toujours parfaits, donc en tout cas, c'est la logique de laquelle on travaille, sachant qu'en plus, mais vous le savez, au niveau de CARIF alimente un site national aussi qui recense toute l'offre de formation linguistique au niveau national. Et puis, il existe également en fait, des catalogues territorialisés qui ont été formalisés dans le cadre du PRIC. C'est quoi? C'est qu'en fait, c'est l'offre de formation qui existe au niveau régional, avec une présentation qui se veut simple, lisible, et avec une logique de présentation en proximité, déclinée à l'échelle notamment de chaque maison de région. Donc là, si vous allez sur le lien, vous avez accès à toute l'offre de formation disponible au niveau territorial et présentée de manière simple et lisible avec des dates pour pouvoir justement faciliter sa mobilisation. Voilà. Un des enjeux pour nous étant, et je m'arrête là-dessus, plus globalement, de favoriser évidemment les entrées en formation, et vous l'avez compris, en particulier des publics identifiés comme prioritaires. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour cette présentation. Je vous propose maintenant de passer la parole à Jacques Kahn, qui est conseiller en formation continue d'AVA et DABM au GIP Formation continue et insertion professionnelle. Et donc, il nous semblait important, au regard de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, que l'expérience qu'il a pu avoir autour de la valorisation des expériences à l'étranger peut être un élément de l'expérience, pardon, peut être un élément positif. Déjà, je voudrais passer deux remerciements déjà aux équipes de l'ORIV pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir présenter les résultats et enseignements qu'on a eus à travers ces deux projets que nous avons déployés sur le territoire champardonnais et donc que je vous présenterai dans le cadre de ce webinaire. Mais mon deuxième remerciement va pour les personnes qui ont précédemment présenté et apporté leur contribution, notamment Monsieur Guyot, parce qu'en tant qu'opérateur, c'est vrai que ces informations nous sont précieuses pour nous permettre de comprendre les logiques d'achat entre régions, France Travail et autres. Et donc, voilà, je le remercie pour cette contribution et tous les autres intervenants aussi précédemment. Pour me présenter, moi, je travaille au GIP FCI Perrin, GIP Formation et Insertion Professionnelle, Formation continue et Insertion Professionnelle. Et donc, réseau des GRETA, que vous connaissez déjà bien, nous sommes l'établissement support pour les GRETA qui sont présents au sein de 23 académies en France. Et donc, au sein de ce GIP, je travaille au niveau d'un dispositif qui s'appelle DABM, dispositif d'accueil de bilan et mobilité, et au sein du DAVA, qui est le dispositif dédié sur une délégation académique à la reconnaissance de la validation des acquis. Et donc, la présentation que je vais vous faire de ces expérimentations, voilà le sommaire qu'avec Muriel on vous propose. Donc, en premier lieu, l'expérimentation qu'on a d'abord mis en place en 2021-2022 qui s'appelle le VR sans frontières.
Ensuite, il y a eu une phase un petit peu sur les enseignements de cette première expérimentation, une phase de consolidation à travers un projet qu'on a déployé qui s'appelle Expérience sans frontières entre 2023 et 2024. Le projet Expérience sans frontières s'est achevé au 31 décembre 2024 et on est en attente voilà, d'une confirmation de renouvellement de la part du famille. Et puis le bilan Expérience sans frontières aussi que je vous présenterai et puis on pourra peut-être parler si le temps le permet, des perspectives que nous nous donnons un petit peu pour voilà, mettre à profit les résultats de ces expérimentations. Alors, vers Sans frontières, donc pour parler un peu de la genèse de ce projet, c'est vrai que nous avions au niveau du GIP et du DAVA de Reims, dès 2019, j'avais sollicité Madame Claire Roger, que certains d'entre vous connaissez, qui était la directrice opérationnelle de l'OFI ici, la direction territoriale, pour un projet qui s'appelait PIVA, mais juste au moment où nous avions l'appui autant de l'OFI et de la région, nos collègues, parce que vous savez qu'on travaille en réseau, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes 23 académies en France, dom-tom compris, et au moment où on allait démarrer le projet, notre animation nationale de GESCO nous a demandé de rejoindre l'Académie de Lyon et dans le cadre d'un consortium, de travailler ensemble à un projet de plus grande envergure. Donc voilà, ce qui a fait que nous avons laissé ce projet et pour rejoindre 11 académies avec lesquelles nous avons démarré ce premier projet qui s'appelait VE Sans frontières. Et donc, ce projet est né de la rencontre entre Madame Muriel Kayser, qui est une sociologue experte du développement social et accompagnatrice VE au sein du GIPAL de Lyon, et de Sabine Richard-Deric, qui était à ce moment-là la responsable du dispositif académique de la validation des acquis au niveau du DAVA de Lyon. Donc, l'objectif, c'était éviter les situations professionnelles de déclassement que vous connaissez par rapport au public dont nous parlons aujourd'hui, sentiment de déclassement et puis voilà, bien d'autres choses que nous aborderons au cours de cette présentation par le biais de l'accès à la certification. Et qui dit l'accès à la certification, comme vous le savez, en France, on a 4 modalités d'accès à la certification. La formation initiale, la formation continue, la formation professionnelle, et puis la VAE qui, de droit, est une des 4 modalités d'accès qui peut permettre à une personne disposant d'une expérience professionnelle de pouvoir se présenter à un jury et sur la base du fameux livret 2 dont vous avez entendu parler, de faire reconnaître ses acquis pour se faire délivrer soit un diplôme dans son intégrité, soit un bloc de compétences constitutif du diplôme en question par rapport au référentiel qui supporte la certification. Alors moi, je vous parle beaucoup plus de la certification ministère de l'Éducation nationale puisque notre organisme est orienté en tant que certificateur vers les diplômes de l'Éducation nationale. Donc, l'autre point, c'est valoriser leur savoir-faire et lutter contre les emplois précaires. Parce que c'est vrai que la question du déclassement et la question du fait pour ces personnes de travailler largement en dessous de leurs compétences initiales acquises dans leur pays, voilà, peut avoir beaucoup d'effets négatifs, sentiment de déclassement, radicalisation. Il y a eu pas mal de choses que nous avions à ce moment-là constatées et pour lesquelles nous avions fait le pari qu'une reconnaissance en termes de certification pouvait permettre de lever ces blocages, sachant encore une fois, comme nous le partageons tous, que le diplôme reste effectivement, la certification dans sa globalité, reste un moyen efficace pour pouvoir voilà, accéder à l'emploi plus facilement. Donc, l'expérimentation s'est déroulée entre 2018 et 2019 sur le territoire lyonnais. Et nous, au moment où on allait lancer notre propre projet, comme je vous l'ai dit, on nous a invités à rejoindre un collectif porté par l'Académie de Lyon pour qu'on puisse mettre en œuvre le projet commun. La VAE, comme vous le savez, relevait jusque-là du Code de l'éducation, avant qu'il y ait une abrogation des dispositions de la VAE dans ce Code de l'éducation, puisque, comme vous le savez, il y a une grande réforme de la VAE qui a été mise en place par les pouvoirs publics. Et donc, l'objectif reste le même, permettre à toute personne qui a acquis de l'expérience professionnelle de pouvoir se faire délivrer une certification qui peut être soit un diplôme, un titre professionnel, les certifications de qualification professionnelle qu'on appelle aujourd'hui qui ont changé de nom, les TSF. Et donc, voilà, les différents certificateurs sont invités à pouvoir délivrer ces certifications dans le cadre soit d'un parcours de formation, soit d'une reconnaissance des acquis que portent les personnes qui se présentent devant les jurys. Donc, c'est un droit. Alors, les constats, donc, comme je vous l'ai dit, une déclassification professionnelle des publics migrants. Je crois que tous les opérateurs présents et acteurs ont en mémoire voilà, toutes ces personnes qui ont eu des niveaux de qualification assez
importantes hein, dans leur pays, mais qui, en arrivant sur le territoire, sont un petit peu dans la nécessité de prendre des emplois en dessous de leur niveau de qualification. Et donc, il y a aussi la nécessité de certifier ces compétences, entre autres dans le pays, acquises entre autres dans le pays d'origine, puisque au moment où ils arrivent sur le territoire, l'accès à un emploi équivalent est souvent difficile du fait des freins que vous connaissez, la langue, la non-reconnaissance des titres dont ils disposaient, question de traduction, de reconnaissance, et puis voilà. Donc l'idée c'est de les accompagner hein, dans le cadre de la VE, dans ce droit reconnu pour les personnes effectivement que nous sommes, hein, tout autre citoyen. Et donc c'était accompagner ce public dans cette voie. Les difficultés des entreprises à recruter, ça a été beaucoup abordé et on sait tous effectivement qu'il y a un objectif de recourir lorsque cela est possible en termes de régularité et tout à ce public pour essayer d'apporter une réponse à nos entreprises présentes sur le territoire et qui font face à des difficultés de recrutement assez importantes. Donc, on a fixé des objectifs au démarrage du projet, de ce premier projet, faciliter l'insertion professionnelle des migrants en associant formation et VAE. Et là, c'est vrai que ça nous a permis d'éprouver même une modalité qui, après, a été confirmée dans le cadre de la réforme sur la VAE, puisque cette réforme mettait en place la possibilité de pouvoir faire reconnaître aussi les parcours de formation et pas seulement l'expérience. Et cette question de la multimodalité, nous l'avons éprouvé en premier dans le cadre de ces deux dispositifs avant même que nous, en tant que DAVA, nous ayons à basculer dans les exigences de la nouvelle réforme qui est portée par France VE. Permettre le retour à l'emploi par l'accès à la certification professionnelle par la VE du public migrant domicilié en Champagne-Ardenne, puisque le projet s'est déployé en Champagne-Ardenne au sein des 4 départements. Et puis, en fait, on essaye aussi de permettre à ces gens de retrouver une estime personnelle parce qu'effectivement, lorsque on arrive sur un territoire, sur un nouveau pays, qu'on ne travaille pas, c'est vrai que l'insertion professionnelle, elle est aussi un mécanisme très efficace pour pouvoir faciliter l'insertion sociale aussi, les deux étant liés. Et donc, souvent, les personnes sont soumises à une certaine immédiateté et acceptent des emplois qui ne sont pas en équivalence avec leurs capacités propres. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de faciliter cette voie par un accompagnement renforcé. Alors la cible, comme vous le voyez, on avait les migrants ayant passé le stade de la régularisation, donc ayant signé le contrat républicain, ayant une expérience professionnelle réalisée en grande partie à l'étranger, quel que soit le secteur et le niveau, donc une année pouvant être prouvée par des documents officiels. Donc c'est vrai que nous avions souvent l'impression d'être un peu sur une base d'une certaine utopie, hein, puisqu'on nous disait, mais 80% de ces personnes ne sont pas en capacité de fournir des documents officiels. On a rencontré cette difficulté, c'est vrai. Moi, je me rappelle même avec le formateur référent, nous sommes arrivés parfois à aider des personnes à récupérer des documents dans leur pays d'origine. Et c'est vrai que les voies d'arrivée dans le pays faisaient que parfois on s'est retrouvé devant cette incapacité. Mais bon, pour l'essentiel, nous avons pu avoir des justificatifs qui avaient un niveau de compréhension et d'expression en français suffisant pour décrire leur expérience. Donc, le niveau ciblé de maîtrise linguistique était effectivement le A2. En sachant que c'est une chose assez importante, dans le cadre de la VAE, il existe le principe qui est celui du tiers aidant, hein, du tiers de confiance, et qui peut permettre de bénéficier de l'aide de quelqu'un pour rédiger le fameux livret 2. Et c'est vrai qu'au début, on nous a beaucoup dit, mais ils y arriveront jamais. Je pourrais vous parler de personnes qui, effectivement, n'avaient pas un niveau d'expression orale qui faisait même peur à nos équipes d'accompagnateurs, mais qui ont quand même été certifiés. Mais si on me demande est-ce qu'ils ont rédigé eux-mêmes leur livret 2, je suis presque prêt à mettre ma main dans le feu que voilà, ils ont bénéficié d'une aide très évidente parce que les livrets tels qu'on les a reçus n'étaient pas en lien avec leur niveau d'expression et certainement de rédaction propre, quoi. Et donc, il fallait que ces personnes bénéficiaires soient désireuses d'obtenir une certification française reliée à l'expérience et au projet professionnel, soit qu'il s'était donné ou qui avait été défini avec l'aide d'un partenaire de territoire. Parce que ce projet, dès le début, on a voulu l'inscrire dans une logique partenariale avec l'ensemble de structures qui sont présentes sur les territoires. J'ai vu le SIAM avec Madame Manès, Julie, voilà, pas mal de structures sur notre territoire, parce que cette logique partenariale permettait effectivement de sécuriser le parcours et le travail fait avec les partenaires. Donc, nous avions à ce moment-là bénéficié, parce que le projet était financé par le ministère de l'Intérieur, hein, la DIAN était impliquée, et aussi
il fallait un cofinancement de 30% qu'il fallait qu'on trouve quelque part. Et à ce moment, je me suis retourné vers la région Grand Est. Comme nous portions le marché VAE avant que ce marché soit arrêté et qu'on passe à la logique France Travail, la région nous avait permis d'utiliser les places de ce marché, financé déjà, pour pouvoir assurer l'accompagnement que nous mettions en place, puisque cela, comme toute prestation, a un coût. Et donc, l'exigence incontournable de la région, c'est que les personnes que nous recevions à ce moment-là puissent justifier d'une attestation d'inscription à Pôle emploi datant de moins de 6 mois. Et donc, je remercie la région qui, à ce moment-là, sans cette contribution, nous serions en incapacité de mettre en œuvre le projet ou alors les recherches auraient été difficiles pour trouver les 30% de cofinancement nécessaires, même si nous avions déjà engagé d'autres démarches auprès de la Fondation de la Banque de France et tout ça. Alors, les partenaires, pour vous donner une idée, donc on avait les associations et établissements du secteur social, la préfecture, la directe, l'OFI, avec lequel on a beaucoup travaillé, parce que, comme je vous l'avais dit, initialement, on voulait monter un projet localement et c'est eux qui nous avaient amené leur soutien. La direction régionale de France Travail, Pôle emploi à l'époque, des organismes de formation, les Greta, l'AFT, pour ne citer que, les structures d'insertion par l'activité et puis les entreprises. Nous avions, par exemple, dès le début, reçu des bénéficiaires qui venaient du chantier d'insertion de Cézanne, l'association PIST, qui avait beaucoup œuvré pour nous orienter des personnes. Tout ça pour montrer que la logique partenariale dans ce cadre de projet est toujours une logique voilà, d'inclusion qui marche bien parce que on s'arrête, nous, à notre périmètre d'expertise pour recourir à celle des autres partenaires présents au sein du dispositif, quoi. La démarche spécifique qu'on a mis en place pour cet accompagnement vers Sans Frontières, on faisait des informations collectives et c'est vrai qu'à ce moment, l'aide de l'OFI a été très précieuse puisque moi, j'ai animé une 50 réunions, je crois, ou 42 ou 50 au sein des organismes qui assuraient les actions de formation de l'OFI. Chaque fois, j'y allais, je présentais le projet. C'était une façon de sourcer le public directement sans qu'il y ait d'incitation abusive, puisque le but, c'était de présenter les objectifs et qu'une fois que j'avais terminé, c'était aux bénéficiaires de, soit immédiatement, soit après mon départ, de manifester leur intérêt. Et donc, on avait une fiche relais qui nous permettait de pouvoir recevoir les préconisations. Et donc, lorsque les gens venaient, déjà, il y avait une espèce d'autosélection qui se faisait parce que les personnes qu'on recevait étaient généralement bien ancrées dans leur démarche d'accès à la certification, quoi. Ça permettait un petit peu d'être un peu plus sur des sollicitations fiables. L'identification des candidats à inclure dans le projet, on a mis des référents de parcours parce que, comme vous savez, ce type de parcours avec ces publics en difficulté par rapport à l'emploi exige parfois une attention et une relation de proximité que d'autres partenaires ou un acteur interne dédié à cette fonction pouvaient porter le plus efficacement. Donc, il y a eu une aide à la formalisation des parcours professionnels des candidats, l'étude personnalisée qui est un incontournable dans le cadre de l'AVE parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle, nous, le régalien, qui est accordé par le coordonnateur de l'AVE sur le territoire, c'est-à-dire le recteur. Et donc, chaque personne peut bénéficier d'une étude personnalisée avant de pouvoir s'engager dans l'AVE. Une mise en place de parcours de formation, d'immersion lorsque cela a été nécessaire. Et on n'a pas regretté le fait d'avoir fait passer dans des phases d'immersion qui permettaient de valider aussi le projet et de le confirmer, chose que nous avons par ailleurs modélisée dans d'autres projets depuis, parce que ça permet effectivement d'être sûr que la personne, son projet est fiable et de connaître aussi le contexte de travail en France. Parce que c'est vrai que la VE, elle peut être un petit peu hors sol, dans la mesure où on est sur du déclaratif, et que le fait de faire l'immersion peut permettre aux bénéficiaires de se juger par rapport aux conditions d'exercice. Et donc ça, c'était aussi quelque chose d'assez important. Un suivi régulier et méthodique pour le renseignement du dossier, le dossier 2 notamment, et puis la préparation en entretien avec le jury en faisant attention à certaines difficultés spécifiques que ce public pouvait avoir. Nous avions aussi fait un travail au niveau de la DEC, la division des examens et concours, pour les sensibiliser, les jurys, par rapport à ces difficultés de langage, quoi, ce qui a beaucoup facilité aussi leur présentation au moment de passer devant ces jurys. Alors là, c'est la première fournée qu'on a eue de personnes certifiées. Nous avons là sur la photo des gens que je reconnais, un mécanicien à qui on a pu délivrer un bac pro,
syrien d'origine. On a eu le premier monsieur qui au début, travaille dans le bâtiment. Hein. Il était dans le chauffage et tout ça. On a une esthéticienne qui venait du Liban, qui est sur la première phase là, qui avait un salon de coiffure au Liban. Nous avons une coiffeuse qui est à côté d'ailleurs de son employeur et qui a fait un CAP, qui a obtenu un CAP. Aujourd'hui, elle est dans la reconnaissance toujours, puisqu'elle a prolongé sur ESF et va bientôt présenter pour avoir un BP professionnel coiffure avec une embauche par rapport au monsieur qui est à côté de lui et qui est en short. Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner la première, les premiers résultats de façon empirique quoi qu'on a pu avoir. Et il y avait le directeur de l'OFI qui était à droite aussi au moment de la remise. Le bilan quantitatif national, le dispositif sans frontières, VA sans frontières, on a accompagné sur l'ensemble des 11 académies 165 primo-arrivants. Et au 31 décembre 2022, vous voyez les chiffres, hein, on a comptabilisé 159 bénéficiaires qui sont restés. Le taux de réalisation donc était assez satisfaisant, 96,4%. Donc, c'est des chiffres qu'on a présentés au moment du bilan. Peut-être que des gens de la Diane même étaient présents quand on l'a fait avec Lyon. On a eu quelques difficultés hein, pour des abandons, mais bon, qui sont aussi des choses observables dans d'autres dispositifs. Hein. Et puis, voilà un petit peu en termes de chiffres, les résultats que vous voyez, avec 24 abandons sur ce total. Pour l'Académie de Reims, donc, on a ces chiffres que je vous ai annoncés. Hein, bon, voilà. Le plus important étant effectivement les 13 diplômes éducation nationale, hein, donc, qui sont là. Sachant que la VE, pour rappel juste, ne se prête pas à tous les métiers. Hein. Les professions réglementées en France ne peuvent pas accéder à une certification par la VE. Ça peut être infirmier, par exemple, et nous avons beaucoup de cas de personnes qui étaient infirmiers ou infirmières, mais qui n'ont pas pu aller sur ce diplôme d'État. Mais donc, l'idée, c'était de leur faire passer un diplôme d'aide-soignant. Et on a eu comme ça d'autres personnes, masseurs kinésithérapeutes et d'autres exemples de métiers que je peux citer. Voilà. Et à côté de ça, on les a présentés aussi au DCL, hein, donc chose importante aussi, puisqu'ils bénéficiaient sur le VSF de cours, hein, 4 heures par semaine qu'on leur donnait ici au GIP avec une formatrice FLE. Et donc, l'idée aussi, c'est de leur permettre d'atteindre le diplôme de compétences linguistiques avec une reconnaissance à ce titre. Peut-être là, quelle différence entre cette première démarche et la deuxième, les enseignements que tu peux avoir par rapport à tout ça? L'enseignement principal, c'était que dans le premier, on avait mis, comme je l'ai dit, un cours de français de 4 heures seulement pour des personnes qui... Et après, on leur avait laissé le choix. Hein, elles voulaient venir participer au cours. On a eu beaucoup d'absences liées à leurs difficultés personnelles et manque de disponibilité. Et dans la deuxième, on a renforcé cette question de l'acquisition des compétences linguistiques, donc de l'apprentissage du français. Et aussi, on a profité de la réforme de la VE pour mettre la multimodalité, c'est-à-dire on pouvait commencer dès le début de la démarche VE, de la formation, pour anticiper les domaines pour lesquels on pensait que la personne ne saurait pas satisfaire le jury par rapport aux exigences. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme de la VE a renforcé cette modalité avec une VE qu'on appelle VE inversée, hein, qui permet d'intégrer un parcours de formation à la démarche d'accompagnement VAE et donc le candidat peut effectivement sur la base d'un parcours de formation justifier qu'il maîtrise des choses. On peut aller plus loin hein, et nous sommes en train de le faire. On peut intégrer de l'AFEST aussi, l'action de formation en situation de travail et bien d'autres choses aujourd'hui. Et nous avons eu la chance d'obtenir depuis quelque temps, de mettre en place un outil qui s'appelle RecTech, qui est un outil d'apprentissage du français. Et donc, les bénéficiaires allaient au Greta de la Marne ou dans les autres Greta qu'on a sur le territoire et travailler sur les compétences RecTech qui sont un peu comme le CLEA qui a été cité tout à l'heure. Donc, c'est les compétences de base, quoi. Donc, et là, on a pu leur permettre aussi de travailler à distance lorsqu'ils ne pouvaient pas venir ou qu'ils avaient besoin de renforcement sur une plateforme que peut-être vous connaissez qui s'appelle Frelo. Et donc, c'est un prestataire qui nous a permis de travailler à distance avec cette logique d'apprentissage ou de renforcement des apprentissages lorsqu'ils sont chez eux et autres. Donc, ce qui a été aussi assez bénéfique dans le cadre de l'apprentissage du français. Alors, l'insertion professionnelle durable en France, hein, c'était l'objectif avec la validation des acquis et l'insertion professionnelle, et puis recruter les compétences recherchées pour l'économie, c'est-à-dire pour les entreprises du territoire, parce qu'on avait ciblé aussi certains secteurs qui étaient pour nous des priorités pour pouvoir les mettre en relation le plus rapidement possible, coiffure, comme vous avez vu, en bâtiment, mécanique, ainsi de suite. Après, justement, assez en écho avec la première partie de notre séminaire aujourd'hui. Tout à fait.
tout à fait. Donc, les primo-arrivants en situation régulière désirant s'installer durablement en France, et donc vous aviez les réfugiés, les bénéficiaires de la protection temporaire, de la protection subsidiaire, donc en fait tout public, hein. La seule contrainte qu'on posait sur cette expérimentation, c'était que les gens soient inscrits avec cette attestation, puisque le financement relevait de la région. Donc, un périmètre national de 12 académies, comme je l'ai dit, et puis le projet qui était aussi financé par le FAMI avec le Fonds Asile Migration et donc le calendrier 2023-2024. Donc là, Expérience sans frontières venait valider les résultats de VAE sans frontières avec un renforcement sur la dimension maîtrise de la langue et le schéma mis en place aussi pour voilà, faire une immersion et puis pouvoir basculer après sur de l'emploi. Donc, je reprends là les éléments que je vous ai expliqués tout à l'heure, lutte contre le déclassement social, parcours à la carte, puisqu'on pouvait sélectionner soit de la formation, soit de l'immersion, soit de la recherche d'emploi, de la validation de projet. On avait comme ça une entrée modulaire qui permettait, après diagnostic, de pouvoir permettre aux référents de parcours de pouvoir orienter selon les besoins. Donc, voilà, le français, l'AVE pour certains bénéficiaires, qui n'était pas obligatoire puisque les bénéficiaires pouvaient tout de suite aller à l'emploi en bénéficiant que de l'aspect apprentissage du français. Parce qu'on considérait à ce moment-là, lorsqu'ils venaient par exemple de pays francophones, qui avaient des systèmes de convention avec la France, ça peut être les pays francophones d'Afrique, hein, il n'y avait pas besoin parfois de faire reconnaître les diplômes. Ça pouvait être des diplômes qui leur permettaient d'accéder directement à l'emploi. Mais bon, voilà, on essayait toujours de répondre, partir du besoin, quoi, finalement, du bénéficiaire. Donc, c'est un dispositif partenarial aussi, hein, on l'a conçu comme ça, comme je l'ai dit, avec un pilotage qui était assuré par le GIP, en lien avec le GIPAL de Lyon. Et puis, on a essayé d'intégrer tous les acteurs de territoire, que ce soit les prescripteurs locaux, AGFIP, Cap Emploi, voilà, les missions locales nous ont aidés aussi, et puis voilà, l'ensemble des acteurs pour faire ce sourcing, ce recrutement. Alors, le parcours, rapidement, hein, c'est, voilà, le bénéficiaire participe à une réunion d'info, on le reçoit. Ensuite, il y a une étude de l'expérience et puis voir un petit peu le niveau de flow aussi qu'il fallait tester. Ensuite, on essaie de voir si le projet pouvait être quelque part ciblé tout de suite d'accès à l'emploi ou on devait passer par une étape de VAE d'abord pour permettre voilà l'accès à l'emploi visé par le bénéficiaire. Et puis après, voilà, on avait un soutien aussi sur toute la phase de recherche active d'emploi que les collègues de l'accompagnement mettaient à profit quoi, pour pouvoir aider la personne. Donc cet accompagnement renforcé, nous l'avons maintenu sur ce projet parce qu'on l'a renforcé même vu que voilà, souvent ils étaient soumis aussi à d'autres difficultés hein, qui n'étaient pas liées à l'AVE, mais on essaye de lever ces freins-là périphériques. Quoi. Donc comme vous le voyez, on a les... Là, tu le mettais en fait le socle hein, vers le Oui, bas, effectivement, la question de la maîtrise du français, hein, c'est ça. exact, exact. Et puis, on a eu des ateliers collectifs. Hein. Nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la pédagogie actuellement, c'est-à-dire l'apprentissage par les pairs. Le fait qu'ils s'entraident entre eux permet effectivement de les rendre plus autonomes, plus acteurs de leur choix de projet. On visait par là ce qu'on appelle l'autodétermination. Et donc, c'est des éléments qui ont beaucoup contribué à notre logique d'intervention, même sur des autres dispositifs aujourd'hui, et qu'on a pu éprouver un petit peu dans le cadre de ce projet, quoi, puisque ça a donné des résultats. Merci, merci Jacques de ces présentations. Du coup, il nous semblait intéressant d'évoquer une expérience en cours, un accompagnement qui est fait à la demande de la ville de Mulhouse, auprès de cours ASL. Et donc, je propose à Claire Verdier, directrice du CEFIL. Bonjour, merci beaucoup pour ça. Donc, juste en 2 mots, le CEFIL, on est donc une structure, un organisme de formation dans le 18e à Paris et on a 4 axes. Donc, juste rapidement, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'organisme de formation, le CEFIL, Centre d'études de formation et d'insertion par la langue. On a 4 axes de travail. Le premier qui est important, c'est la formation en tant que telle des apprenants migrants, avec une spécificité sur les non-peu lecteurs-scripteurs dans leur langue maternelle. On a aussi un large volet sur la formation des formateurs salariés et bénévoles partout en France, et même hors France. On a aussi un énorme axe évaluation en français. On est plateforme d'évaluation, en fait, comme il y en a d'autres dans le secteur, comme le CIDFF 68, par exemple, puisqu'on porte la plateforme, quelques arrondissements de la plateforme parisienne. Et puis, on a tout un volet d'ingénierie pédagogique. J'ai mis le petit logo par les maths parce qu'on a fait des fiches pédagogiques en maths, voilà. Donc ça, c'est juste
en triple vitesse. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe avec Mulhouse? Donc, en fait, on a commencé en 2023, on a été appelé parce qu'il y a la ville de Mulhouse sur la partie SPV, politique de la ville, qui finance les ASL et qui se posait des questions par rapport au bilan, notamment des ASL et de ce qui pouvait être fait dans le nouveau contrat de ville. Et la ville a senti le besoin d'être accompagnée sur certains éléments. La commande, alors ça, je vous ai mis plutôt la commande de la deuxième année. La première année, c'était une pure commande ville, mais ça revient à peu près à la même chose. Vraiment, l'idée, c'est d'accompagner les villes sur tout ce qui est bilan. Donc, les accompagner aussi bien côté structure que côté ville sur les rédactions, sur les lectures, interprétation de bilan, voir comment on peut mettre en place des temps d'accompagnement avec les structures, voir aussi comment est-ce qu'on peut accompagner la plateforme d'évaluation, la place qu'on peut avoir dans des réunions, dans de la co-animation sur les coordinations ASL, et accompagner les structures au maximum pour pouvoir harmoniser des pratiques, pour pouvoir mieux se comprendre entre elles par rapport à la question du français dans les ASL. Voilà, très très rapidement. Le plus important n'est pas tellement la commande à mon sens, mais plutôt ce qu'on a réussi à mettre en place au bout de maintenant, c'est notre troisième année. Voilà. J'ai fait là aussi une synthèse. La première chose qu'on a faite, c'est prendre le temps d'analyser les bilans sur les financements politiques de la ville, côté ville donc, et puis de réfléchir à comment faire évoluer les indicateurs dans les bilans, aussi bien sur le quantitatif que le qualitatif. Le quantitatif, pourquoi? Parce que on s'apercevait que certaines données n'étaient pas hyper lisibles au moment des bilans. Par exemple, simplement, le nombre d'heures effectuées au final n'était pas demandé. Ça a l'air tout simple comme ça, mais autant les structures donnaient un rythme de cours par semaine, par exemple, disaient, ah bah, nous on fait du 4 heures, nous on fait du 6 heures, mais à aucun moment dans les bilans on disait, mais alors finalement, vous avez fait combien d'heures réellement de cours? Ça, c'est une donnée importante quand on est financeur et qu'on veut mettre en regard de la somme accordée le nombre d'heures mises en place. Mais c'est aussi, sur le point de vue qualitatif, important de le regarder parce qu'on n'atteint pas le même objectif en 80 heures et en 160 heures. Donc, on a essayé de retravailler ces éléments-là. Et quand je dis quantitatif, donc par exemple sur des heures, sur du nombre de personnes formées, sur des paliers ou des demi-paliers, on a aussi intégré la notion de demi-palier parce qu'on sait qu'en ASL, passer un palier de langue en une année, pour certains cas, c'est totalement utopiste. C'est pas une question de personne, c'est pas une question d'organisation. C'est juste que quand on a 120 heures de cours sur l'année, il y a des paliers, même avec le meilleur formateur du monde, ça ne peut pas être passé parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, on sait très bien qu'un B1, il sera pas passé en un an. C'est la vie. On préfère du coup valoriser des demi-paliers. Mais c'était aussi prendre le temps de regarder avec les structures comment valoriser des activités mises en place au sein des centres sociaux qui n'étaient pas assez valorisées. Tout ce qui était, par exemple, de travail en interconnexion avec les différentes activités au sein du centre. Donc, la porte d'entrée, c'est l'ASL. La personne s'inscrit dans l'ASL, vient prendre des cours de français, des activités autour du cours de français, découvrir son quartier. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle s'est inscrite à une activité vélo, à une activité sur la santé, à une activité sur autre chose et que finalement le parcours se construit d'abord au sein, pour certains, du centre social, et puis qu'il va y avoir un accompagnement vers des choses hors centre social. Et ça, typiquement, ce n'était absolument pas valorisé dans les bilans. Or, dans un parcours d'intégration, on ne s'arrête pas purement au cours à l'ASL, mais à tout ce qui peut être fait autour. C'est l'enjeu. Vraiment, l'idée aussi, c'était de rappeler à tout le monde que le cours de type ASL, ou quel qu'il soit, le cours de français n'est pas l'objectif final de la personne, c'est un passage dans le parcours de vie et c'est pour beaucoup le moyen d'atteindre quelque chose. J'entendais parler de la partie français sur la VAE tout à l'heure. Typiquement, le français, c'est le moyen. Donc, comment est-ce qu'on se positionne là-dedans et comment est-ce qu'on valorise ce que ça a permis de faire? Autre point important, c'était de prendre le temps de voir avec tous les porteurs d'ASL ce qui se passait et d'avoir une meilleure visibilité sur le fonctionnement. Le but du jeu, c'était là pour le coup de dépasser purement le bilan quantitatif et d'aller faire du qualitatif et d'aller poser des questions un peu plus précises avec notamment toutes les personnes en lien avec la pédagogie sur place. C'était souvent ce qui manquait. C'est le côté
Ce qui rend difficile certains dialogues, c'est quand on a la partie financeur et la partie mise en œuvre qui ont des considérations différentes et sur certains sujets, finalement, ont du mal à se comprendre. Le parti financeur, c'est normal, l'enjeu, c'est d'aller vérifier au niveau des bilans ce qui se passe. Et côté mise en œuvre, c'est normal, il y a un enjeu plus au niveau pédagogique. Tout ça se comprend. Et le but du jeu, bah, c'était de faire échanger dans les deux sens sur les deux sujets. Donc moi, mon rôle, c'était d'aller un peu pousser la discussion côté pédagogique avec tous les porteurs d'ASL, et puis de faire remonter, du coup, de manière compréhensible ce qui se passait sur le terrain. Donc on a fait ce travail-là et on a notamment décortiqué qui était avec des salariés, qui était avec des bénévoles, quel encadrement, quel parcours, quel suivi administratif. Essayer d'aller tout regarder et accompagner chaque structure sur ce qu'elle pouvait faire bouger, notamment la partie parcours, justement. Bon, après, il y a tout le temps animation de coordination des ASL. Et ça, c'est hyper important. Quand je suis arrivée, c'était quasiment que les directeurs des centres sociaux qui arrivaient, qui venaient et assistaient aux coordinations ASL. Ce qui est bien, mais pas suffisant parce qu'on était sur la partie gestion administrative et financière. Et on a fait évoluer les présences en coordination avec les coordinateurs et les formateurs. Alors, d'une structure à l'autre, c'est variable, ça dépend de la disponibilité de chacun. N'empêche que maintenant, on a des coordinateurs et des formateurs qui viennent dans des réunions de coordination et qui, du coup, sont au plus près de ce qui se dit et peuvent échanger directement eux aussi avec les financeurs. Ça, c'est pas mal. Et ils peuvent, du coup, aussi faire remonter des inquiétudes, mais entendre aussi directement du financeur les enjeux. Donc, il y a eu une discussion approfondie qui s'est mise en place. Ça a permis aussi de prendre le temps d'outiller les acteurs pour pouvoir travailler avec des documents communs. Donc, des choses qui ont l'air basiques, mais qui finalement ne le sont pas. Quand on est avec que des structures qui ont des fonctionnements différents, notamment certains des formateurs salariés, d'autres des formateurs bénévoles, et qu'on veut construire des parcours, mais il faut qu'on ait des documents communs sur l'évaluation. Être sûr que chacun n'interprète pas à sa manière le cadre européen commun de référence. Donc, quand on dit que c'est A2, on a la même compréhension du A2 tous sur le territoire. On a outillé sur ça. On a travaillé sur comment récolter les suites de parcours des personnes. Bien évidemment, puisque le français, c'est un passage dans le parcours de la personne, que devient la personne après son passage dans ce cours reste un enjeu fort. Alors, c'est le financeur qui le présente, mais quand on y regarde de près, c'est hyper important aussi pour la structure d'avoir conscience de ça. Une fois qu'on le pose, ça se comprend, mais il faut donner quelques outils pour pouvoir suivre ça correctement. Donc, on outille, on prend le temps aussi d'aller travailler avec les structures pour qu'elles fassent remonter toutes les demandes auxquelles elles n'ont pas pu répondre, de manière à pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus crédible sur les manques et les besoins du territoire. Et j'allais dire, pas faire ça au doigt mouillé, en mode, ah bah nous, on a plein de gens sur liste d'attente, bah oui, mais tout le monde en a, maintenant, quelle est la demande exacte? Quels sont les dispos des gens? C'est quoi les objectifs? De manière à pouvoir après voir ce qu'il manque et ce qu'on devrait mettre en place, etc. Euh, Ce qui a fait aussi que ça marche, c'est que on n'a pas uniquement mis en place de la réunion juste pour faire du bilan. Il était important aussi de prendre le temps d'informer sur ce qu'il se passe. Les acteurs locaux ont besoin de savoir au niveau actualité les enjeux. Donc, chaque réunion de coordination, c'est un temps sur quelles sont les nouvelles sur le territoire, quelles sont les nouvelles au national. Sur le territoire, voilà, on a pris un temps pour présenter Agir de manière à ce que tout le monde connaisse Agir sur le territoire au niveau des ASL, parce que ce n'était pas encore connu. Agir vient, présente son action, les gens se connaissent, échangent, et tout d'un coup prennent conscience qu'il faut absolument savoir qui est suivi par Agir, qui ne l'est pas au moment des inscriptions. Donc on fait évoluer aussi les formulaires, les questionnaires au moment de l'inscription, comme ça. Et puis ça va être un temps sur, alors, loi asile et immigration, qu'est-ce que vous avez compris, que dit réellement la loi? Maintenant, on vous la traduit. Marché aux filles, qu'est-ce qui est passé sur les marchés aux filles? Quel va être l'impact à partir du 1er juillet sur vos pratiques à vous sur le territoire, etc. Ça, hyper important, et ça, c'est ce qui fait aussi l'unité, on va dire, après de compréhension. Et puis, là où est-ce qu'on en est, c'est à la 3e année, on ouvre les échanges, on s'arrête pas uniquement aux ASL,
et on invite maintenant les différents acteurs de l'enseignement du français sur le territoire. Et on a dans les réunions France Travail, on a dans des réunions la région, d'autres structures qui ont des activités en français. On invite les associations plus spécifiques avec les bénévoles comme la Croix-Rouge, etc. Ils viennent ou ils ne viennent pas, selon les disponibilités, selon beaucoup de choses. Mais on voit que d'une coordination qui était avec 8-9 acteurs des ASL, on est en train de passer à une vingtaine d'acteurs présents au moment où on se parle sur les différents sujets liés à l'enseignement du français et on élargit le débat. Donc, c'est ce qui va créer aussi d'avoir une vue d'ensemble plus forte sur ce qui se fait sur le territoire de Mulhouse par rapport au français. Voilà. Et on continue maintenant de construire des choses tous sur le territoire. Voilà. J'espère avoir été assez synthétique. Merci Claire, à tous les cas, pour ce propos. Est-ce que, Madame Peter, est-ce que vous vous sentez de présenter Merci beaucoup. votre structure? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Agir ABCD n'a rien à voir avec le dispositif Agir dont nous parlons depuis 2 heures et demie. Agir ABCD, c'est une association générale d'intervenants retraités, action de bénévolat pour la coopération et le développement. Donc, Agir ABCD, nous sommes concernés par la thématique du jour, car nous sommes acteurs de la formation linguistique des personnes migrantes par nos interventions au sein d'ateliers sociolinguistiques chez nos partenaires. Agir ABCD est une organisation non gouvernementale, apolitique et aconfessionnelle créée en 1983, reconnue d'utilité publique depuis 1990 et agréée par plusieurs ministères depuis 2008. C'est une association nationale, mais qui a des ramifications dans les territoires grâce aux délégations territoriales. Et je représente la délégation territoriale Alsace. En Alsace, donc, la délégation territoriale de l'association Agir ABCD est membre du collectif humaniste à Schiltigheim. Elle est constituée de près d'une centaine de membres passionnés qui agissent auprès de populations locales et internationales fragilisées, en partenariat avec des acteurs institutionnels, des collectivités territoriales, des entreprises d'insertion, des associations locales, des centres sociaux. Voilà. Notre objectif est de favoriser l'insertion professionnelle et sociale de chacun et de chacune. Et nous sommes actifs du nord au sud du département. Alors, nous sommes actifs dans plusieurs domaines d'action que je vais présenter d'abord. Sur la page droite de la diapo, on a les domaines d'action en France et les domaines d'action à l'international. Alors, effectivement, sur le plan national, il y a des actions à l'étranger, mais sur le plan local aussi, nous avons des projets que nous développons, des projets de co-développement que nous développons avec des acteurs des pays étrangers qui font appel à nous. Et donc, la situation internationale, vous la connaissez, c'est un petit peu délicat en ce moment, mais nous avons quand même d'autres domaines, les domaines d'action en France. Les domaines d'action en France s'organisent selon 4 pôles dans lesquels nous intervenons aussi en Alsace. Donc, le pôle des savoirs fondamentaux, de la santé et du lien social, la mobilité du déplacement et insertion emploi. L'apprentissage du français, ce sont les ASL traditionnels que tout le monde connaît, ou presque. Nous organisons des ateliers de FLE-FLI à visée professionnelle ou avec intégration de la notion de français à visée professionnelle dans nos ateliers. Nous proposons aussi des ateliers d'aide à la scolarité auprès de centres sociaux et du maintien des acquis de base dans les ESAT en particulier. Sur le plan de santé et lien social, nous travaillons essentiellement dans l'éducation pour la santé et puis la prévention aussi, la prévention de la perte d'autonomie pour les seniors, par exemple, avec un programme Bien vieillir à la maison. Nous intervenons dans les mobilités déplacements essentiellement avec une mise à jour, un projet porteur de mise à jour du code de la route pour les jeunes en mission locale, mais aussi à l'adresse des seniors. Et en ce qui concerne le volet insertion-emploi, c'est l'insertion des jeunes et des moins jeunes, et puis des ateliers de techniques de recherche d'emploi avec un accompagnement vers l'emploi. Agir ABCD permet à ces bénévoles de mettre leur temps et leur expérience professionnelle et humaine à profit d'actions de solidarité dans un contexte relativement convivial. Nous travaillons essentiellement avec des partenaires,
Nous n'agissons pas en notre nom propre, mais nous travaillons en convention avec nos partenaires. La la délégation territoriale est très impliquée sur les chantiers d'insertion de la région, que ce soit chez Envie, chez Humanis, chez Amélie, en mission locale, etc. Nous avons près d'un quart de nos adhérents, de nos bénévoles qui sont investis dans ces ateliers. Nous sommes très vigilants pour proposer des formations à nos bénévoles et pour optimiser leurs compétences. Voilà, en quelques mots, très rapidement, en quoi consiste le travail de l'association Agir ABCD, représentée territorialement par la DT Alsace. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Peter, de cette présentation.